Bonjour, bienvenue à votre revue de presse. Aujourd'hui, 2 tempêtes majeures en 72 heures, plus de 50 cm de neige. Ajoutons à cela le blizzard, donc les vents importants. Fermeture d'écoles, circulation perturbée et même les avions qui ont été cloués au sol hier à Québec et à Montréal. Donald Trump affirme prendre des décisions tout à fait illégales pour sauver son pays. Le crime organisé qui a infiltré 600 entreprises québécoises. Et aux surprises, un sondage qui nous montre que les Montréalais se disent insatisfaits de la gestion des chantiers de construction. D'abord, très heureux de vous retrouver aujourd'hui après ces quelques jours de congé. Disons que depuis jeudi, ça brasse pas mal. Le Québec qui renoue, en tout cas on le pense, avec un certain type d'hiver d'autrefois. De la neige, beaucoup de neige qui s'accumule dans toutes les régions. S'ajoutent les vents, ce qu'on a connu hier, un blizzard qui a soufflé et qui laisse encore certaines séquelles aujourd'hui. La neige est accumulée, les vents sont présents, ce qui complique l'heure de pointe matinale. En tout cas, c'est ce qu'on anticipe au moment d'enregistrer ce balado. On va regarder ça en détail. Donc, le blizzard qui a frappé, la neige qui avait commencé durant la nuit, les températures ressenties étaient autour de moins 20 degrés dans la région de Montréal, visibilité réduite, carambolage sur la 20 dans la région de Québec, et les rues qui sont de plus en plus étroites. C'est sûr que les équipes de déneigement sont à bout, et c'est pas terminé parce qu'on tasse la neige, mais il va falloir la ramasser. Elle va demeurer au sol, puisqu'on prévoit que les températures vont demeurer quand même assez froides pour les prochains jours. Montréal a reçu, c'est en tout cas le relevé d'Environnement Canada hier en fin d'après-midi, 20-35 cm, sans doute un peu plus durant la soirée et la nuit, puis ajouter ce qu'on a connu jeudi, ce qui fait que dans plusieurs régions du Québec, on parle facilement de 40, 50, 60 et même plus centimètres de neige, ce qui est énorme. Et je parlais de l'hiver d'autrefois tantôt. Beaucoup de gens ont une impression qui se base sur un sentiment dans l'immédiat. On regarde, il neige en disant, bon, ben, c'est pas vrai, les changements climatiques, puis on retrouve ce qu'on a connu il y a 10-15 ans, quand on pouvait aller jouer dehors, puis qu'on n'avait pas à se demander est-ce qu'il y aura de la neige sur les pistes de ski. Il faut savoir qu'à la mi-janvier, le Québec avait reçu environ la moitié de la quantité de neige considérée comme normale. C'est qu'on a reçu en quelques jours, en 2 tempêtes, l'équivalent d'un mois de février au grand complet. Et c'est sûr que ça donne comme une espèce de coup. On se dit, c'est fantastique, quand on aime les sports d'hiver, on est en train de revivre cette grande période. C'est vrai puis c'est faux en même temps. Je voyais hier les fameux Vox Pop quand on interroge les gens. Personnellement, je trouve que ça apporte pas grand-chose, mais on dirait que les médias d'information ont besoin de faire ça parce qu'on a toujours les mêmes commentaires. Bon, ben, il neige, oui, c'est pas si pire que ça. Et la visibilité réduite, puis les rues de Montréal sont étroites. Quand vous vous promenez, vous avez les cônes qui sont là abandonnés, des chantiers qui sont recouverts de neige. Puis on a tassé les flocons, ce qui fait qu'on se ramasse avec finalement des chaussées glissantes et des rues étroites. Et je voyais le porte-parole de la ville de Montréal, que j'adore, qui est toujours dynamique, M. Sabourin, qui avait l'air d'un espèce de lutin hier en disant aux Montréalais « Restez à la maison, faites du télétravail ». Il l'a répété jeudi, il l'avait dit, c'est-à-dire jeudi, puis il a répété son message hier en disant « Prenez le transport en commun si vous avez vraiment à sortir de chez vous parce que votre travail ne vous permet pas de rester à distance. » Et il était comme une espèce vraiment de lutin dans la neige hier pour expliquer la position de la ville. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées aujourd'hui et que la Gaspésie, je salue nos auditeurs en Gaspésie, va se faire frapper assez durement durant la journée. Un des éléments peut-être positifs de ce qu'on a vécu, le Globe and Mail attire notre attention aujourd'hui sur la reprise, avec, je dirais, quand même pas mal de vigueur, du marché de la pêche sur la glace. Pendant des années, en tout cas les dernières années, c'était compliqué. La glace était malheureusement peut-être pas assez épaisse, il y avait de la pluie, c'était pas agréable. Et il semble que depuis quelques jours, je parle pas d'hier, là, on comprend que c'était pas idéal, mais disons depuis le temps des fêtes, depuis le début janvier, on s'aperçoit d'une reprise de l'activité, de plus en plus de gens qui décident d'aller pêcher. C'est vrai à Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'est vrai dans le fjord du Saguenay. Et les gens disent, ce sont des conditions quasi parfaites. Et on n'a pas connu ça depuis les 10 dernières années. Vous verrez les photos
dans le Globe and Mail. Une dernière note sur le plan météo. Allons voir ce qui se passe aux États-Unis. On sait que la neige a frappé l'Ontario, la côte Est également, mais dans le Kentucky, ce sont des inondations majeures qui ont frappé, une pluie importante, au-delà de 300 routes qui ont été fermées. Il y a 9 personnes au moins qui sont décédées. Et eux, là, c'est pas terminé, parce que vous avez même des systèmes d'égouts qui ne fonctionnent pas, qui sont carrément débordés. Et on prévoit de la neige, un 6 pouces de neige qui va s'ajouter, alors qu'au Montana, on prévoit des températures très froides. Sondage léger, commandé par la Ville de Montréal, donc avec vos taxes. En soi, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un sondage pour savoir que les Montréalais sont insatisfaits de la qualité de la gestion des chantiers de construction? Mais c'est ça, quand c'est pas leur argent, ils sont capables de dépenser. Donc, c'est la presse qui a obtenu, par le biais de la loi d'accès à l'information, le résultat de ce sondage. Et qu'est-ce que ça dit? Ben oui, les Montréalais sont largement insatisfaits des mesures prises par la Ville de Montréal pour réduire l'impact des travaux sur la circulation. On découvre, là, ils ont dû avoir une méchante surprise. Il y a une dizaine d'indicateurs. Et ce qui hérite les Montréalais, c'est d'abord l'incapacité de trouver des espaces de stationnement parce qu'on a empiété avec des chantiers qui sont parfois plus grands que, je dirais, on en a besoin. Puis aussi des aménagements qui durent et qui se perdent dans le temps, donc la période prolongée des zones de chantier, puis la congestion que ça provoque. Il n'y a aucun indicateur qui obtient un niveau de satisfaction supérieur à 40 %. Autrement dit, tout ce que la Ville fait, c'est tout croche, et ça irrite les Montréalais. Mais on va s'amuser parce qu'on est lundi, et c'est de voir quand même la réaction des élus et de l'administration municipale. Émilie Thuillier, qui est au comité exécutif, c'est la responsable des infrastructures. Elle reconnaît que les données démontrent qu'il reste encore beaucoup de travail à faire en matière de gestion des chantiers. On voit, je la cite, que les taux de satisfaction sont quand même plus élevés quand on parle strictement des chantiers de la ville. On sait qu'il y a des chantiers privés, puis les chantiers municipaux. N'empêche qu'on doit travailler encore plus fort en communication. Et là, écoutez bien celle-là. À court terme, la Ville de Montréal s'engage à trouver des moyens de mieux informer les citoyens des travaux en cours et à venir par secteur, et non plus seulement à l'échelle de la Ville. Rappelez-vous qu'ils font régulièrement des espèces de grandes tables de discussion. Il y a même eu un sommet. Luc Ferrandez parlait de l'industrie du café et des croissants. Je pourrais vous parler des pantoufles et de la théière. Tellement tout ça est prévisible et tellement ridicule, ça ne donne aucun résultat concret. Madame Thuillier ajoute qu'elle veut obliger les chantiers privés qui s'étirent pendant plus de 90 jours à installer une pancarte qui va mentionner le nom de l'entrepreneur, la nature des travaux, la durée et un numéro de téléphone pour poser des questions. Ça va aider beaucoup, ça, à décongestionner. Rappelons-nous ce qu'on a vu à Infoman, ces comptes perdus, ces chantiers inexistants qui emmerdent à peu près tout le monde. Puis on peut jouer avec les comptes puis créer des faux chantiers. On prévoit aussi, semble-t-il, donner des bourses de relance commerciale pour justement les établissements qui sont touchés par les chantiers. Et la meilleure, parce que là, il y a tout l'enjeu. Est-ce qu'on met des comptes, des bollards? C'est tellement compliqué. L'année prochaine, le portrait va changer, nous dit Nathalie Martel, qui est la directrice du service des infrastructures du réseau routier. Le portrait va donc être différent et on devrait voir une évolution positive. En résumé, du placotage, comme d'habitude, et surtout un je m'en foutisme confirmé de la Ville. On vous le dira pas, c'est une année d'élection, mais la Ville se contrefiche de ce que vous pensez. C'est bullshit après bullshit. Et ce qu'on va voir l'été prochain, ça va être la même histoire qu'on a connue depuis les dernières années. Parlons maintenant de Donald Trump. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est comme un cauchemar quotidien. Il génère de l'anxiété et aussi une montée assez incroyable du nationalisme canadien. Je regardais le match Canada-États-Unis samedi soir. Il y a eu ces batailles en début de première période. Les huées pendant l'hymne national américain, c'est maintenant devenu un classique, et pas seulement au Centre Bell. Les spectateurs, ça m'a vraiment frappé. Je comprends que c'est un
match Canada-États-Unis, mais qui affichaient leur fierté d'être Canadiens. L'anniversaire du drapeau, même les commentateurs du match mettaient ça en évidence. Jean Chrétien était là, Justin Trudeau présent. J'imagine qu'ils ont eu un moment de bonheur en voyant la réaction de la foule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce nationalisme canadien s'exprimer avec autant, je dirais, d'énergie au Centre Bell. Et n'oublions pas la pub aussi, ce déferlement de messages. Le mot est faible. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté un match du début à la fin. Mais il y a tellement de pubs que ça devient assommant. Mais en tout cas, il y avait de la pub qui faisait la promotion de l'achat local. Je souligne cette brillante pub de Calinette où on voit des Américains qui se tournent discrètement vers une entreprise québécoise. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Trump aujourd'hui? Les tarifs, les contre-tarifs vont toucher, on le répète, mais ça se confirme, directement le portefeuille des Canadiens et des Américains. Un premier test pour Trump devant ses amis juges à la Cour suprême. Toutes ces décisions, même celles, les fameux décrets, là, qui ne sont pas des décisions légales, devraient être maintenues, dit Trump, parce qu'il fait ça dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt du pays. Elon Musk, qui veut mettre son nez dans les rapports d'impôts des Américains, et Trump et Poutine, qui pensent pouvoir régler le sort de l'Ukraine en duo, sans consulter l'Europe. Pour ce qui est de l'argent, on sait que M. Trump n'est pas fiable. Il prend un engagement, le lendemain, il est capable de déchirer l'entente, il est capable de dire exactement le contraire. On l'a vu avec tout le dossier des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Je voyais des experts qui disaient, là, ça va être compliqué parce qu'il y a les tarifs qu'il va imposer, les contre-tarifs. Les économies mondiales sont tellement interreliées. Et l'exemple qu'on donne, pour chaque tarif, il faut prévoir que 100 à 150 pays seront touchés. Ils appellent ça, eux, de l'Albanie jusqu'au Zimbabwe. C'est l'ensemble de la planète. Et dans chaque cas, ça veut dire des modifications, des ajustements, un tarif spécifique, parce que les ententes, bien sûr, sont différentes d'un pays à l'autre. Ça va nourrir l'inflation. Ça va faire en sorte que la Réserve américaine ne pourra pas probablement baisser les taux d'intérêt et le consommateur va le ressentir en achetant des véhicules et devant son panier d'épicerie. Ça, c'est clair, c'est vrai pour les Américains et c'est vrai pour les Canadiens. Ce qui amène beaucoup de gens à dire, c'est le peuple qui, à un moment donné, va se tanner, peut-être aux élections de mi-mandat, mais qui va dire à Trump, on paye actuellement cette folie de guerre commerciale et ses tarifs. Je fais une parenthèse pour vous parler de l'achat local et de ce qu'on voit, et en même temps de la complexité de lire les étiquettes. On le dit depuis plusieurs semaines. Dans la presse, ce matin, on nous raconte une histoire. Le collectif du 8 mars, qui regroupe, entre autres, des organisations syndicales, vient de découvrir que les épinglettes qu'on avait commandées auprès d'un fournisseur québécois avaient été fabriquées en Chine. Vous me direz, il y a pas mal de gugus au Québec qui sont faits en Chine, au Bangladesh, donc à l'extérieur, ce qui est vrai. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il y avait une mention qui disait « fait au Québec ». On ne sait pas trop. Là, c'est une agence qui s'appelle Molotov, une agence de communication qui a eu le mandat, qui ne répond pas aux questions des journalistes. Et là, ils sont pognés avec leur épinglette pour le 8 mars, qui est la journée des droits des femmes. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça dépend des syndicats. Il y a des syndicats qui vont corriger la mention, on va dire c'est fait en Chine, d'autres qui ne veulent pas la distribuer. Mais ça montre à quel point, tant pour ces produits-là que pour ce qu'on trouve en épicerie, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est fait ici, est-ce que c'est vraiment un produit du Québec. Un petit mot là sur la polémique autour de cette casquette qui est vendue en ligne par, entre autres, eBay et Amazon, qui fait la promotion du Canada comme futur État américain. Il y a des gens qui sont outrés, qui sont scandalisés. Tu te commandes, c'est une casquette, achète-la pas, t'en veux pas. Mais ce qui me fascine toujours, c'est de voir les gens qui perdent du temps à envoyer ce type de commentaires sur les réseaux sociaux pour dénoncer, là, c'est une vente de casquettes. On va parler de Trump parce qu'il y a un premier test qui va se dérouler devant la Cour suprême. On sait que M. Trump a fait plusieurs nominations. Plusieurs juges penchent en faveur du président, et on l'a vu dans certaines décisions récentes. Le cas qui nous intéresse, M. Trump, par un simple courriel, paraît-il d'une phrase, a congédié le responsable de l'agence fédérale qui s'occupe des sonneurs d'alerte. Des gens qui viennent nous dire « Hey,
il se passe telle chose de croche dans tel ministère, tel département, des gens qui nous permettent de découvrir des mauvaises pratiques. Alors lui, il veut se débarrasser de l'individu. L'individu s'est reviré de bord, est allé devant les tribunaux et dit que c'est un pouvoir excessif du président. Donc la Cour suprême devra trancher et ça s'ajoute à l'ensemble des décrets signés par Trump. Je ne veux pas employer les grands mots de dictature, mais il y a des parfums dans l'air d'un régime autoritaire. En fin de semaine, Trump a envoyé un message sur son propre réseau social, message qu'il a martelé, en disant « Quelqu'un qui prend des décisions, ces décisions-là ne devraient pas être renversées par les tribunaux. » Pourquoi? Parce que ce sont des décisions dans l'intérêt du pays pour sauver les États-Unis. Il répète depuis déjà un bon bout de temps que Dieu l'a sauvé, que Dieu lui a confié une mission. Il y a ce vocabulaire de gourou et que ce ne sont pas les juges qui peuvent interpréter ce qui est bien ou pas pour le peuple. Lui le sait. Il sait ce qui est bon pour les Américains. Et il y a une kyrielle de poursuites qui ont été déposées et ça touche différents décrets, que ce soit le ménage à l'intérieur de la CIA, du FBI, les opérations de vengeance qu'il mène, le fait de ne pas reconnaître les enfants d'immigrants nés sur le territoire américain, l'espèce de ménage bureaucratique, les pouvoirs accordés complètement démentiels à Elon Musk. Alors lui dit, moi je ne veux pas me faire achaler par ça. Et vous avez le vice-président qui répète la même chose depuis longtemps. C'est un avocat, en passant, qui dit non, les juges ne devraient pas se mêler de ça et ne devraient surtout pas faire en sorte que le président voit ses pouvoirs altérés. Quand je vous dis, tu commences à défier les tribunaux avant même que les décisions soient rendues, ça commence à ressembler à une forme de dictature, ou en tout cas, c'est d'usurper la démocratie. Première chose. Deuxièmement, on apprend que Musk et ces petits sbires, là, sa gang d'ingénieurs, j'en voyais quelques-uns dans un reportage l'autre jour, un qui disait notamment « J'étais nazi avant que ça soit cool d'être nazi ». Vous imaginez? C'est le même Musk qui fait le signe nazi. C'est Vance qui soutient, et Musk aussi, des partis d'extrême droite en Allemagne. Veut pas, là, comment voulez-vous qu'on ne fasse pas une forme d'association entre leurs propos, leur attitude et la façon dont ils se comportent? Puis on l'a vu à la conférence de Munich, où on a expliqué que finalement, c'était pas la Russie, c'était pas la Chine qui représentait une menace, mais le fait de tuer la liberté d'expression. Puis Vance te demande jusqu'à quel point il est intelligent. On l'a vu se retrouver, entre autres, à Dachau, un camp de concentration, 30 000 Juifs qui ont été exterminés. Puis là, il fait le gars qui s'apitoie sur ce drame humain. Puis c'est le même individu qui soutient l'extrême droite allemande, dont plusieurs membres flirtent avec des idées de l'époque hitlérienne. Quand même assez particulier. Et puis un mot pour vous dire qu'ils ont l'intention, M. Trump et Poutine. Poutine est extrêmement brillant. Il est capable de flatter l'ego de Donald en lui disant « Vous êtes extraordinaire, puis nous, là, à deux, on va régler le sort de l'Ukraine. » Il répète d'ailleurs qu'il n'y aurait pas eu de guerre, n'eût été de ce vol électoral qui a empêché Trump d'être réélu. Et là, ça fait plaisir à Trump. L'Europe a l'intention de ne pas rester sur les lignes de côté et d'intervenir. Dans les autres nouvelles aujourd'hui, le Journal de Montréal mène un dossier extrêmement important sur, par exemple, les cartels mexicains qui font affaire avec les organisations criminelles au Québec. Et on apprend que le crime organisé a infiltré la quasi-totalité des secteurs de l'économie légale au Québec. C'est un réseau complexe. Minimalement 600 entreprises québécoises ont des liens ou sont contrôlées par le crime organisé. On parle des motards, on parle de la mafia, on parle de gangs de rue qui brassent dans presque tous les secteurs des activités, entre guillemets, légales. C'est souvent du blanchiment d'argent. Tout ça après la commission Charbonneau. Quand je vous dis que la corruption, la collusion, ça revient par cycle, ben on le voit.
On s'en doutait pas mal dans le secteur de la construction, puis on a des exemples quand même qui existent. Mais dans la restauration, dans le commerce au détail, dans les services immobiliers de location, dans la gestion de sociétés d'entreprise, commerce de gros, finance et assurance. On dit même que les moteurs contrôlent beaucoup d'entreprises, plus que la mafia. Il faudrait voir la taille de ces entreprises. Et dans le secteur automobile, concessionnaires qui peut-être ont peut-être pas les mains tout à fait propres. Puis on donne l'exemple d'un gros joueur de l'alimentation dans le Journal de Montréal qui n'est pas identifié, mais qui a évité de se faire infiltrer par le crime organisé. Et les cartels, on retrouvait des gens de la mafia, motards, des gens qui ont frayé dans ce milieu-là, qui étaient en train de peut-être vouloir s'infiltrer à l'intérieur de ce géant-là qui fait des centaines et des centaines de millions de ventes. La GRC est intervenue. Et ils avaient mandaté à l'époque l'entreprise Circo de Claude Sarrazin pour aller voir qui sont ses employés, des gens qui avaient des liens, mais il n'y avait pas eu d'activité criminelle. Circo, puis Claude Sarrazin, juste vous dire, c'est l'inspiration de Luc Dionne pour la série Dumas. Alors, vous retrouvez ça dans le Journal de Montréal. Il y a aussi Radio-Canada qui nous parle d'une vaste enquête internationale où on apprend que 500 personnes qualifiées de gênantes pour leur position contre l'utilisation massive, abusive de pesticides ont été fichées pendant des années. Des informations compromettantes, financées en partie, là, cette collecte, par le gouvernement américain. Donc, sur des personnalités importantes. On a fouillé leur passé. L'infidélité d'un scientifique, la dépression de sa femme, l'accident de voiture provoqué par un agronome, les prénoms de ses enfants. Et il y a parmi ça des Canadiens. On ne retrouve pas Louis Robert, je me serais attendu, mais on découvre par exemple le nom de l'ex-députée fédérale du NPD, Anne-Mine Toukouache, qui faisait une campagne contre les pesticides. Aussi dans la presse, l'histoire d'un gars qui voulait installer une bombe, il a fabriqué une bombe puis il l'a placée sous la voiture de son ex-conjointe. L'école Bedford, les 11 enseignants suspendus pourront être payés encore longtemps. Ça finira pas, puis ça va finir par une petite entente secrète. Et je reviendrai cette semaine aussi sur le système de santé. Je voyais en fin de semaine que ce sont 30 000 rendez-vous médicaux qui sont ratés chaque mois au Québec. Il y a peut-être des gens négligents, il y a peut-être des gens qui sont malades, qui n'ont pas pu appeler, parce que appeler pour annuler, ça peut être le parcours du combattant. Mais il y a plein de choses qui se passent en santé et je vais y revenir un peu plus tard cette semaine. Il y a 400 centres de la petite enfance du Québec qui sont en grève aujourd'hui. Puis on se prépare aussi à des moyens de pression pour les employés d'entretien du service de transport en commun à Montréal. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va pelleter, on s'habitue à l'hiver et je vous donne rendez-vous à demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.